Salut mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Café du Dimanche et aujourd'hui nous sommes à une semaine et demie des élections américaines et le sujet principal de cette vidéo c'est de comparer les programmes économiques de deux candidats et voir comment ces programmes peuvent affecter les marchés financiers. Quels sont les secteurs qui sont les plus impactés par tel ou tel candidat en cas de victoire et comment nous pouvons en profiter. Je vais évidemment présenter de manière objective, je vais essayer dans tous les cas, comme je fais toujours dans les vidéos de Café de Dimanche, les différents points de leur programme, parce qu'aujourd'hui, en 2024, malheureusement, on a un très gros problème des médias, parce que selon le média que vous regardez, vous allez avoir l'image qui est complètement faussée par le narratif général de médias en question. Aujourd'hui, nous allons être très pragmatique. Nous allons oublier, même si parfois ça va être difficile, des particularités personnelles de ces candidats et nous allons voir le fond de leur programme et qu'est-ce qu'ils proposent concrètement par rapport à ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc aujourd'hui, ça sera un petit peu de politique, mais avant tout, l'économie, la bourse, comme toujours chez Minder Cash. N'oubliez pas de mettre un like, inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait en mettant la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Et Minder Cash, mes amis, c'est pas que ici, c'est aussi Telegram. Je suis présent sur pas mal de réseaux sociaux. Tous les détails sont à la description à cette vidéo et mon projet, c'est le projet partenaire de courtier Interactive Brokers, le meilleur courtier que j'utilise pour tous mes investissements en bourse. Également, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inspirer en suivant le lien qui se trouve dans la description. Et maintenant, nous commençons. Préparez-vous votre café, installez-vous bien confortablement et on va voir ce que les candidats américains nous proposent en 2024. Au cas où, si vous ne connaissez pas leur visage, à gauche c'est Donald Trump, à droite c'est Kamala Harris, mais elle n'est pas toute seule. Parce que Kamala Harris, comme vous avez sans doute entendu parler, sauf si vous habitez vraiment dans une grotte, que Joe Biden elle a renoncé à son présidentiel après le débat avec Donald Trump où il s'est montré incapable physiquement tout simplement de se représenter sur le principal poste aux États-Unis. Et c'est Kamala Harris qui a repris le relais et qui suit presque exactement la politique de Joe Biden. Pour moi, cette candidate n'est pas tout à fait indépendante. C'est une candidate du parti démocrate. Il va tout simplement suivre ce que lui dit le parti elle-même. Il ne représente pas vraiment une personnalité politique avec une vision politique, avec un programme clair. Elle va tout simplement suivre la ligne qui a été déjà entamée par le Parti démocrate et notamment par Joe Biden. Donc pour moi, c'est très simple. Déjà, dès le début, je veux vous dire que toute l'analyse de potentielles implications boursières et économiques de la politique de Kamala Harris, c'est tout simplement la poursuite de la politique de Joe Biden avec ses avantages, ses inconvénients. Chacun les juge comme il veut. Moi, je vais me concentrer sur l'économie. C'est les points économiques que j'aime bien utiliser comme le baromètre principal pour vraiment juger la réussite pas réussite, potentiel, pas potentiel du tel ou tel programme. Très rapidement, pour ceux qui ne suivent pas du tout la politique américaine, aux États-Unis, il y a principalement deux partis, parti républicain et parti démocrate. Parti républicain, c'est des conservateurs, sont souvent vus comme pro-business, ils sont soutenus par les États du Sud, principalement des États-Unis. Les démocrates sont des libéraux, ils sont plus pour la société ouverte, l'esprit ouvert, pour les minorités. On peut pas dire qu'ils ne sont pas pro-business, mais ils sont pro-impôt, si vous voulez. Donc si vous voulez utiliser les clivages français, ce qui n'est pas toujours évident d'appliquer parce que c'est quand même des pays très différents avec des mentalités très différentes, on peut, en très simplifiant les choses, dire que les républicains c'est la droite et l'extrême droite et les démocrates c'est les centristes, la gauche, l'extrême gauche elle est représentée très peu, mais elle commence à être représentée par la personnalité notamment qui s'appelle Bernie Sanders ou d'ailleurs Kamala Harris, vous allez voir pourquoi. Donc voilà, grosso modo, c'est le clivage gauche-droite, assez classique, même si la rhétorique elle est un petit peu différente aux États-Unis par rapport à la France. Donc nous commençons par Donald Trump et l'inflation et l'économie. Qu'est-ce que propose le candidat républicain? Donc baisse des impôts, c'est tout à fait normal pour les conservateurs. Comme toujours, dans chaque grand parti, il y a des différentes ailes, les ailes plus extrêmes, les ailes plus modérées et les ailes centristes. Donc l'aile la plus extrême dans le parti républicain sont proches du Tea Party, ce qu'on appelle ceux qui sont contre les impôts tout court. Ils disent que la lutte contre les impôts qui a fait créer les États-Unis, ce qui est vrai d'ailleurs, mais dans tous les cas, c'est cet esprit moins d'impôts, plus de croissance, c'est
exactement la description de la politique économique des républicains depuis de longues années. Donc, ce que propose Donald Trump, il promet des impôts plus bas, des salaires plus élevés et plus d'emplois pour les travailleurs américains, en instaurant des tarifs de base universels qui récompensent la production nationale et impose les entreprises étrangères. Donc attention mes amis, tout de suite on note dans ce premier point, donc c'est non seulement les baisses d'impôts, c'est les baisses d'impôts pour les entreprises américaines. Donc il y a une note pas nationaliste, mais une note souverainiste, si vous voulez, parce qu'il veut favoriser les entreprises américaines par rapport aux entreprises étrangères. C'est un pas en arrière de la globalisation. La globalisation, c'est le sujet des années 2000 qui était très très populaire, comme quoi on va faire une grande économie en grande échelle dans tout le monde entier. Donc chaque produit, ses résultats de travail dans les différents pays qui sont unis dans un seul pays pour l'assemblage, etc., etc. Donc bref, la globalisation aujourd'hui, ça suscite beaucoup de critiques et Donald Trump fait partie clairement d'un camp des anti-globalistes qui étaient très marginalisé dans les années 2000, je me souviens, j'étais déjà assez grand à cette époque-là et je me souviens que chaque fois les protestes antiglobalistes, c'était des protestes de l'extrême droite et c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Donc Donald Trump, c'est qu'il n'est qu'un ambassadeur d'un mouvement antiglobaliste parce qu'il dit America First, c'est ça un des principaux slogans des États-Unis. Donc oui, il propose de la baisse d'impôts, mais la baisse d'impôts uniquement pour les Américains. Ensuite, baisse des taux, les taux directeurs. La baisse des taux, c'est vraiment le consensus aujourd'hui dans le establishment politique américain, parce que Joe Biden également, il baisse les taux, et Donald Trump, il veut davantage baisser les taux afin de simplifier l'accès au crédit. Par exemple, les crédits immobiliers aux États-Unis sont bien plus élevés qu'en France, mais le modèle de financement de l'immobilier est très différent aussi, donc il faut le prendre en compte. Mais dans tous les cas, plus les taux sont bas, plus l'économie tourne facilement et plus c'est facile au business, au petit business de financer son cycle de développement, son cycle d'exploitation. Donc ça c'est assez classique, c'est la théorie économique. Donc en gros, il part du principe que je baisse les taux, je baisse les impôts et comme ça l'économie repart et je mise tout sur la croissance. Donc, il a affirmé avoir atteint le taux de chômage le plus bas en 50 ans de 3,5% quand il était président, bien évidemment. Ensuite, le budget d'État. Au cours de sa présidentielle, la dette fédérale détenue par le public est passée de 14,4 trillions de dollars à 21,6 trillions de dollars. Donc, elle a fait exploser la dette publique. En partie à cause des réductions d'impôts de Trump. Parce que, évidemment, Donald Trump a déjà été président en 2017 jusqu'à ce que Biden l'a remplacé. Il a appliquer plus ou moins la même politique. Donc moins d'impôts, plus de stimulus, plus de croissance. Et finalement, quand vous faites moins d'impôts, ça veut dire qu'on a moins de recettes pour l'État et ça a creusé le déficit public, ça a creusé la dette publique. Mais attention mes amis, tout de suite, je voudrais faire un tout petit commentaire. On ne peut pas le comparer purement et simplement à l'Europe. Parce que si la France ferait pareil, par exemple, ce ne serait pas possible parce que il n'a pas la puissance du dollar derrière. Les États-Unis, ils ont un énorme avantage, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, depuis la création du système de Bretton Woods, que le dollar c'est une devise internationale, et c'est une devise avec laquelle on peut créer facilement l'inflation, on l'a exporter. Donc leur problématique de déficit public n'est pas aussi grave que la problématique de déficit public que nous avons ici en Europe, parce qu'on ne peut pas avoir ce luxe d'imprimer les euros et d'exporter notre inflation. On va la prendre bien dans la gueule immédiatement. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, et donc du coup peut-être de ne pas faire les rigueurs budgétaires aux États-Unis, c'est moins grave, en tout cas à moyen terme, que de le faire en Europe. Ils sont privilégiés les États-Unis, je sais que c'est injuste, c'est pas normal, mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Cette proposition politique de Donald Trump serait purement populiste s'il avait été proposé en France. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas dans le même bateau. Ce que peuvent faire les États-Unis grâce à la force du dollar, ce n'est pas nécessairement ce que nous pouvons faire en Europe sans cette puissance du dollar. Et le dernier point, un des plus importants de ces dernières années, c'est l'inflation. Trump promet de mettre fin à l'inflation sans fournir de détails. C'est normal que sans fournir des détails, tout simplement parce que c'est impossible compte tenu des points précédents. Si on baisse les impôts, si on baisse des taux, si on applique le programme des relances budgétaires un petit peu partout, même si ça concerne uniquement les entreprises américaines, déjà l'économie qui est actuellement en surchauffe
qui ralentit probablement un tout petit peu, mais qui reste clairement en bonne santé, si on met toutes les mesures que Donald Trump propose et qui sont très chères pour lui en tant que candidat républicain et candidat pro-business, je ne vois pas comment, avec cette politique, nous pouvons arriver à mettre fin à l'inflation. C'est tout simplement impossible de point de vue économique. Pour moi, c'est du populisme, donc c'est pour ça que je l'ai marqué en rouge. Cette mesure, elle est 100% populiste. Je ne vois pas comment on peut arrêter l'inflation avec le programme que le candidat républicain propose. Donc maintenant, nous allons regarder ce que propose Kamala Harris. Kamala Harris, voilà, l'inflation, ça commence parce que c'était le sujet des dernières années de Joe Biden. Ici, j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière. J'essaie toujours d'être pragmatique et objectif, même si parfois c'est pas évident, parce que je trouve que l'inflation que les États-Unis ont vécue sont en grande partie la conséquence de la politique de Joe Biden. Aujourd'hui, on essaie de le présenter comme la conséquence de la guerre en Ukraine, ce qui est tout à fait vrai. Surtout en Europe, c'est tout à fait vrai. La guerre en Ukraine, elle a amplifié le phénomène de l'inflation de manière très très importante, mais le coup de pouce principal était donné par Joe Biden dès qu'il est arrivé au pouvoir et a commencé à distribuer ce qu'on appelle les chèques Biden pour soutenir la consommation post-Covid. Ça, c'était une bêtise, personnellement, je trouve. Je le disais déjà dans mes précédentes vidéos. Pourquoi c'était une bêtise? Parce que nous savons que pendant une décennie, même plus, les banques centrales n'arrêtaient pas d'imprimer de l'argent. Ça, on appelle parfois la planche billet, les injections monétaires, les programmes de quantitative easing, etc., etc. Donc finalement, ça finit par injecter plus d'argent dans le système financier. Mais le mot-clé ici, c'est le système financier. Le temps que l'argent restait dans ce système financier, il stimulait justement la capacité des banques de donner les crédits. On profitait quand même de cette analyse de risque bancaire, parce que les banques, même s'ils ont suffisamment de fonds, ce n'est pas nécessairement la raison pourquoi elles devraient les prêter à nous. Donc ils vont prêter à nous uniquement s'ils croient à notre projet, s'ils sont confiants en l'économie, et quelque part, les banques commerciales, comme Société Générale, comme Crédit Agricole, ils servent la garde-fou pour que cet argent ne inonde pas l'économie réelle. Donc ça, c'était vraiment quelque part une protection grâce à laquelle, malgré les injections monétaires, malgré les programmes de quantitative easing, malgré les planches billets, nous n'avons pas vu de l'inflation jusqu'à l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. Joe Biden, il a fait quoi? En dehors de ce système, il a fait un espèce de hélicoptère monnaie, c'est un concept économique quand on distribue l'argent à tout le monde, et là, distribuer les chèques pour la consommation. Évidemment, ça a explosé la consommation, ça a explosé le chômage, et ensuite, juste quelques mois après, c'est la guerre en Ukraine qui arrive et qui amplifie significativement ce phénomène avec le prix de l'énergie. Donc, Biden, il est responsable de l'inflation tout court. Dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi, vraiment, la lutte de Biden contre l'inflation, c'est la lutte contre sa propre politique économique qu'il a appliquée après le Covid. Je peux présenter quand même quelques arguments en sa faveur. Quand il distribuait ses chèques Biden aux Américains, il n'était pas au courant que la guerre en Ukraine allait se déclencher. Donc ce sont deux phénomènes qui sont coïncidés. Comme ça arrive souvent, ça s'est coïncidé au mauvais moment, et finalement, on a vécu l'inflation qui atteint 9% l'été 2022. C'est vraiment le début de la guerre en Ukraine, le pire moment de la crise énergétique, et donc là, 9%, c'est quelque chose qu'on n'a du jamais vu, purement du jamais vu, depuis de nombreuses décennies dans les pays développés. Qu'est-ce que dit Harris? Harris a déclaré que l'inflation est une priorité majeure de l'administration, évidemment, parce que c'est eux qui sont les premiers responsables. La priorité probablement la plus élevée du président et de notre administration est de faire baisser le prix de l'essence et le coût de la vie, a affirmé Harris. Donc c'est exactement les mêmes affirmations qu'a fait Joe Biden. J'ai pas grand chose à rajouter, tout simplement la lutte contre l'inflation. Comment on ne le sait pas, parce que aussi ils veulent baisser les taux. Maintenant nous arrivons à un point très intéressant, et c'est là le côté un petit peu marxiste communiste de la candidate Kamala Harris, c'est l'annulation de la dette. Et ça, j'essaie de me retenir pour ne pas m'énerver, parce que si vous voulez, quand nous sommes dans le modèle capitaliste dans lequel nous sommes aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, chacun décide pour soi-même, aujourd'hui nous sommes dedans. Et appliquer les programmes de annulation de la dette, même s'il s'agit uniquement de la dette étudiante,
ce n'est pas une bonne mesure. En revanche, Bernie Sanders, que j'ai déjà cité, qui est considéré comme un politicien très à gauche aux États-Unis, il a proposé la gratuité des études aux étudiants des classes moyennes. Ça, par contre, je trouve c'est beaucoup plus intelligent, parce que là, effectivement, on rentre dans un modèle socialiste, ok, aimez-vous ou pas, mais dans tous les cas, ça fait sens, ça s'inscrit vraiment dans le programme socialiste, donc si certaines classes de population qui ne peuvent pas se permettre les études, on peut faire une intervention de l'État pour que on puisse maintenir ce qu'on appelle parfois l'égalité des chances. Donc si vous n'avez pas eu la chance d'être né dans une famille riche, vous avez quand même les mêmes chances pour réussir dans la vie et atteindre ce qu'on appelle le rêve américain. Ça, je trouve ça tout à fait normal. Mais par contre, ce qui n'est pas du tout normal, que pour les étudiants qui ont déjà emprunté, annuler la dette. Parce que finalement, ça va créer un effet pervers. La prochaine fois, quand les étudiants vont emprunter, ils vont dire que de toute manière, si jamais je ne pourrais pas payer, ou bien l'économie américaine sera dans la merde, on va annuler cette dette, je vais être tranquillouche, et on va mettre cette dette sur la dette nationale. Ce n'est pas la bonne pratique, c'est une pratique très destructive, et ça, c'est une pratique vraiment presque marxiste. Donc quand on accuse Kamala Harris de cette pratique marxiste, je suis d'accord. Je suis au même temps d'accord avec Bernie Sanders que certaines classes de population peuvent bénéficier de la gratuité des études, mais ça c'est complètement autre chose, parce que ça ne casse pas le système actuel, et ça n'incite pas les gens au comportement irresponsable vis-à-vis l'endettement. J'ai mis l'annulation de la dette dans le carré rouge, parce que je trouve que c'est une mesure populiste. D'ailleurs, je ne vous ai pas expliqué pourquoi j'ai mis l'inflation pour Kamala Harris dans le rouge. Ce n'est pas populiste, mais je considère que, en grande partie, encore une fois, ce ne sont pas les seuls responsables, mais en grande partie, Joe Biden, il était responsable de l'inflation aux États-Unis. Ensuite, les baisses des impôts. Là, c'est quand même assez intéressant et c'est inhabituel pour les démocrates, mais regardons les détails. Augmentation, les impôts sur les riches, voilà. Du coup, on arrive plutôt au fond du sujet. Et les grandes entreprises. Ça vous rappelle quelque chose? Dites-moi dans les commentaires. Qui veut monter les impôts pour les riches et pour les grandes entreprises? Augmenter l'aide financière pour les primo-accédants et élargir les crédits d'impôt pour les parents. Tout en souhaitant réduire les impôts pour les petites entreprises et les entrepreneurs. Supprimer les impôts sur les pourboires. Bon, les pourboires, je ne sais pas si c'est vraiment une très très grosse réforme. En tout cas, d'ailleurs, il y a un petit point sur lequel ils sont d'accord avec Donald Trump. Ils veulent baisser les impôts pour les petites et les moyennes entreprises. En revanche, pour les grandes entreprises et pour les riches, ils veulent augmenter les impôts. Après, c'est purement le clivage gauche-droite, je vous laisse juger, dites-moi dans les commentaires, on peut en discuter, je ne veux pas exprimer mon point de vue parce qu'il sera trop subjectif. Voilà, grosso modo, là on a vu quels sont les programmes des deux candidats de point de vue de l'économie et l'inflation. Donald Trump, il propose de baisser tous les impôts, tous les taux, etc., stimuler l'économie à fond, pendant que Kamala Harris, elle veut avant tout lutter contre l'inflation, annuler la dette pour certaines catégories de personnes et baisser les impôts, mais uniquement pour les petites entreprises et en revanche les augmenter pour tous les autres. Je pense que c'est plutôt l'augmentation des impôts qui aura lieu, donc du coup j'hésitais beaucoup s'il faut monter les impôts ou baisser les impôts. Je pense que si on prend les volumes d'argent qui vont être impliqués, ce sera plutôt les hausses d'impôts plutôt que des baisses. Voilà, maintenant la sécurité sociale. Pourquoi je veux parler de la sécurité sociale aux États-Unis? Parce que ça concerne la bourse, et notamment le secteur de Medicare, le secteur de la santé. Il y a beaucoup d'entreprises très rentables dans le secteur de pharma aux États-Unis, et la politique, évidemment, par rapport à la sécurité sociale, impacte énormément ces entreprises. C'est le cas en Europe et c'est le cas, évidemment, aux États-Unis. Qu'est-ce que Donald Trump nous propose? Selon moi, selon mon analyse, il ne propose rien du concret. Il a demandé aux républicains de ne pas réduire en seul centime le Medicare ou de la sécurité sociale. Mais il a ensuite suggéré qu'il était ouvert à des coupes, ce que son équipe a nié en affirmant que ces remarques avaient été mal interprétées. Vous voyez, ils s'en comprennent même pas de quoi parle chacun. Il a encouragé des réductions de financement axées sur le gaspillage, la fraude et l'abus, ça c'est un côté populiste de Trump, toujours taper les méchants, ainsi que des programmes liés à
l'aide étrangère et aux droits LGBT. Bon, les droits LGBT, évidemment, je ne vais pas toucher tous ces sujets, c'est purement sociaux, très clivants, etc. Donc, en plus, je n'ai pas forcément d'avis. Et grosso modo, il répète la ligne de la extrême droite française, si vous voulez, c'est exactement pareil. Donc, contre les étrangers, contre les minorités LGBT, et il veut justement couper les aides pour ces catégories de population. Donc, vous, je l'ai jugé comme vous voulez, moi évidemment j'ai mon avis, mais c'est pas l'endroit pour l'exprimer. Enfin, il a promis de réduire le coût des médicaments sur ordonnance et des primes d'assurance maladie. Grosso modo, il ne sait pas ce qu'il propose, je pense qu'il ne maîtrise tout simplement pas ce sujet. Comment il va le gérer? Je pense qu'il va tout simplement rien faire, c'est le plus probable, ou bien il va le déléguer à quelqu'un qui le maîtrise. Actuellement, n'est pas capable de fournir quoi que ce soit de clair sur le sujet de la sécurité sociale. Mais Kamala Harris, mes amis, n'est pas clair non plus, il n'est pas beaucoup plus clair, pourtant c'est le sujet chouchou des démocrates. Lorsqu'il a été sénatrice de Californie, il a soutenu le Social Security Expansion Act, désormais défendu par des leaders comme le sénateur Bernie Sanders, celui que j'ai déjà cité à 2 reprises. En tant que vice-présidente du budget proposé par l'administration Biden pour 2024, elle a appelé à protéger et renforcer la sécurité sociale, mais a fourni peu de détails sur les réformes du programme. Donc, elle veut augmenter la couverture sociale, mais elle n'a aucun détail comment elle veut la faire et qu'est-ce qu'elle va faire concrètement. Pendant la campagne de 2020, l'administration avait proposé d'augmenter les impôts sur les personnes gagnant plus de 400 000 $ pour renforcer la sécurité sociale. Déjà, ça, c'est vraiment bizarre. Mais je suis pas contre contribuer dans la sécurité sociale, désolé de m'exprimer quand même, mais par contre, pourquoi il y a uniquement les riches qui devraient le faire? Ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Soit on est capitaliste, soit on n'est pas capitaliste. Si on n'est pas capitaliste, dans ce cas-là, on va récupérer l'argent chez tout le monde, et c'est l'État qui va le distribuer comme il veut, comme c'était dans l'Union soviétique. Mais si on reste dans le modèle capitaliste, dans ce cas-là, tout le monde contribue à la hauteur qu'il puisse. Donc après, ceux qui gagnent 400 000 $, ils vont contribuer plus, ceux qui gagnent 30 000 $ vont contribuer beaucoup moins. C'est tout. Je ne comprends pas pourquoi il faut vraiment cibler les personnes selon leurs revenus. Mais finalement, Kamala Harris elle-même, elle a largement abandonné cette idée après avoir pris les fonctions. C'est le phénomène classique qu'on voit dans la politique. Quand on est dans le programme présidentiel ou programme électoral, on propose plein de choses, mais dès qu'on prend les rênes, on devient beaucoup plus responsable, on commence à réfléchir un peu plus, et beaucoup de mesures populistes passent dans l'oubliette. Pour moi, pour l'instant, le discours des deux candidats par rapport à la sécurité sociale, elle est purement populiste, et donc le secteur de la santé, pour moi, ne doit pas être perturbé ni par un candidat, ni par l'autre. Je pense que par ricochet, quand même, si Donald Trump gagne les élections le 5 novembre 2024, le secteur pharma à très court terme ne va pas aimer, mais après les choses devraient s'arranger, à moins qu'il annonce des choses qui sont vraiment révolutionnaires de point de vue sécurité sociale, et ça ne va pas dans le sens d'augmenter le périmètre des médicaments remboursés. C'est un petit peu comme en France. Voilà, maintenant le réchauffement climatique, pourquoi j'en parle? Parce qu'évidemment il y a un secteur énergétique, énergie classique, énergie renouvelable, donc c'est les secteurs qui vont réagir beaucoup suite aux élections américaines. Donc à l'ouverture du 6 novembre 2024, on va forcément avoir des mouvements brutaux sur ce secteur. Donc Donald Trump, ça sera classique contre les Verts, donc ça c'est normal pour les républicains, particulièrement Trump. Trump, elle a faussement affirmé qu'avec Kamala Harris, il n'y aura plus de combustibles fossiles et que le pays tournerait au moulin. Vous voyez, donc ça c'est très très drôle. Et évidemment, c'est une caricature, hein, c'est pas du tout la proposition des démocrates. Et il s'est qualifié de fin de l'énergie solaire tout en critiquant les fermes solaires qui occupent des vastes terrains. Il a déclaré qu'il mettrait fin aux atrocités du Green New Deal. Il a promis de sortir d'accord de Paris sur le climat et favoriser grosso modo les gaz et pétrole de schiste, tous les trucs qui polluent beaucoup. Grosso modo, la position de Trump, il faut de l'énergie, peu importe comment on le récupère de point de vue écologique, il en faut et on va en profiter de ressources que nous avons dans le pays. C'est la posture de la droite très souvent qu'on voit dans les pays, c'est le cas aussi en Europe. En France, par exemple, le Front National ou Rassemblement National, il parle souvent de retour au nucléaire avec tous les risques possibles. Bref, c'est un sujet à part entière, je ne vais pas trop passer de temps dessus. Dans tous les cas, le secteur énergétique est un des premiers secteurs à surveiller
suite aux élections aux États-Unis. Ce que propose Kamala Harris. Kamala Harris, pour moi, c'est une Marine Tondelier version américaine. Donc elle est évidemment à fond pour les énergies vertes. Sa proposition, c'est de classique pour la gauche en fait, de faire que ça, en fait, abandonner au plus vite le pétrole. Donc lors du débat de septembre, Harris a appelé à investir dans les sources d'énergie diversifiées pour réduire la dépendance au pétrole étranger. Vous voyez, étranger, le mot est assez intéressant qui a été glissé. Elle a soutenu les initiatives climatiques de l'administration Biden, y compris des législations offrant des milliards en crédit d'impôt pour les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Donc, grosso modo, Kamala Harris, il veut mettre en disposition les fonds publics afin de dynamiser ce segment des énergies renouvelables. Par contre, si Donald Trump gagne, dans ce cas-là, cette filière va encore souffrir, et on va peut-être avoir même des faillites dans ce secteur. C'est possible. Pourtant, il faut admettre que les actions des énergies vertes ne sont pas nécessairement été massacrées pendant la présidence de Donald Trump. Même le contraire, on a vu, on a eu à un moment donné une bulle des actions des énergies vertes. Donc même si la réaction des bourses à court terme dans ce secteur peut être assez violente, tout de même, je ne pense pas qu'à plus long terme, on va avoir des problèmes dans les énergies vertes. Voilà, je vais continuer à investir. Donc évidemment, la portion des énergies vertes dans mon portefeuille n'est pas si énorme, mon portefeuille est diversifié, mais ce segment, il souffre le plus. Beaucoup plus que n'importe quel autre segment dans lequel j'ai investi. Voilà, maintenant la géopolitique. Ça, c'est le point que je laissais à la fin, mais je considère presque le plus important, parce que ça va considérablement toucher nous tous. On a tendance de sous-estimer cet aspect, certains n'aiment pas quand je parle de politique, d'autres aiment bien, je fais des vidéos à part, mais c'est très important la position des deux candidats par rapport aux conflits mondiaux. Donc le premier conflit, c'est l'Ukraine et la Russie, donc Donald Trump. La position, elle n'est pas claire en fait de Donald Trump, parce qu'il a fait plusieurs discours qui étaient plus ou moins contradictoires. La position de Trump peut être mal interprétée par les médias. Aujourd'hui, si vous ouvrez les médias anti-Trump, ils vont dire que il va laisser tout à Vladimir Poutine, donc du coup il va laisser Poutine envahir plus ou moins l'Ukraine, ou bien faire accepter les concessions territoriales, ce qui est incroyable après la Deuxième Guerre mondiale. Ça sera vraiment la cassure de tout le système de sécurité post-Deuxième Guerre mondiale. Ça c'est quelque chose que je crains énormément. Je trouve que le risque qu'il joue en faveur des dictateurs, il est quand même présent, même si ce n'est pas mon point de vue principal. Je pense qu'il y a un autre point de vue qui est très sous-estimé dans les médias, c'est que Donald Trump, sachant que son ego il est démesuré, il ne va pas laisser gagner ni l'un ni l'autre. Pour le conflit en Ukraine, à mon avis, il va imposer, pas proposer, mais imposer un cessez-le-feu à Vladimir Poutine et à Zelensky, et cet accord, il risque d'être humiliant pour les deux. Il va faire en sorte que Poutine ne va pas se sentir gagnant, et Zelensky sera obligé d'accepter les concessions. Donc personne ne sera content, à mon avis. Et un autre point que je pense important à citer, c'est que très probable que Donald Trump ne va pas parler directement à Vladimir Poutine, même si je ne suis pas à 100% certain, je pense que sa politique sera plus axée la Chine. Parce que c'est la Chine aujourd'hui qui contrôle quasi entièrement ce qui se passe en Russie. Vous savez, je vais me permettre une expression peut-être pas très politiquement correcte que Donald Trump a employée dans un de ses livres qu'il a écrit en fin des années 80, début des années 90. Il disait, quand il parlait évidemment de négoce entrepreneurial, que si vous tenez quelqu'un par les couilles, son âme et son cœur ne vont pas vous dire non. C'est un peu ça ce qui va se passer à mon avis, c'est qu'il va essayer de prendre et Zelensky et Poutine par les couilles, mais pour le faire avec Poutine, il faut d'abord récupérer ses couilles des mains de Xi Jinping chinois, parce que c'est actuellement lui qui les détient. Et après ça, il va leur imposer la paix, il va imposer la paix de façon que lui soit gagnant. Ni Poutine, ni Zelensky, mais lui soit gagnant. Donc forcément, ça sera pas une bonne nouvelle pour l'Ukraine, ça sera pas une bonne nouvelle pour la Russie, et ça sera une bonne nouvelle pour lui parce que je suis quasiment certain qu'il rêve de devenir un
quelqu'un, le président, qui a mis la fin à un grand conflit en Europe. À mon avis, ça sera le cas. On va voir. Ça, c'est vraiment un point super intéressant. Mais par contre, si jamais le point de vue des médias anti-Trump qui trouvent une confirmation, c'est possible. Je vous exprime juste mon point de vue. Donc les différents en fait des scénarios qui peuvent se produire. Mais le scénario que beaucoup de médias considèrent comme le plus probable, comme quoi elle va faire l'amitié avec Poutine, ça, c'est extrêmement dangereux. Si ce scénario se confirme, dans ce cas-là, ça sera toute une autre histoire. Et Kamala Harris, franchement, j'ai pas grand-chose à dire, parce que chaque fois qu'on s'exprime par rapport au conflit en Ukraine, j'ai l'impression qu'elle ne le maîtrise absolument pas. Parfois, j'ai des doutes même qu'elle sache ce qui se passe exactement dans ce conflit, où se trouve l'Ukraine. Grosso modo, j'exagère peut-être un petit peu, mais ces affirmations par rapport à ce conflit sont tellement vagues, tellement vides de sens et vides du concret, que c'est très difficile de les analyser. Pour moi, ça sera tout simplement la poursuite d'armements ciblés et très faibles de l'Ukraine, de façon qu'elle puisse survivre. Je pense que peut-être c'est un des pires scénarios pour l'Ukraine, parce que dans ce cas-là, si on rentre dans un scénario d'une guerre sans fin, effectivement, la Russie ne va pas pouvoir envahir l'Ukraine, heureusement, mais par contre, l'Ukraine, elle va vraiment souffler toutes ses forces, toutes ses puissances pour se défendre, et on va peut-être arriver à un cessez-le-feu un petit peu à la coréenne, quand en fait il n'y a pas de traité de paix, il y a juste un cessez-le-feu, mais la guerre elle va être présente pendant des longues années à venir. Je pense que c'est ce scénario qui est assez catastrophique, notamment pour l'Ukraine, parce que pour la Russie, au contraire, pour le régime de Poutine, c'est presque idéal de conserver un conflit ouvert pour faire peur à sa population, pour que la propagande interne puisse instrumentaliser ce sujet, que voilà, vous voyez, du jour au lendemain, une nouvelle guerre peut se déclencher, et ça pourrait, on va dire, prolonger la vie politique de Vladimir Poutine, paradoxalement. Sans le vouloir, je pense que la politique des démocrates peut mener en faveur de Vladimir Poutine. Donc, avec les deux candidats, Vladimir Poutine a beaucoup de chance. Franchement, a beaucoup de chance pour s'en sortir finalement dans cet affreux conflit qu'il a commencé. L'Israël et l'Iran, je mets exprès Israël et l'Iran parce que c'est pas vraiment la Palestine. Comme j'ai déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos de Café de Dimanche que c'est l'Iran qui mène la guerre contre l'Israël à travers ses proxys, et un de ses proxys c'est Hamas dans la bande de Gaza. Donc, qu'est-ce qu'il pense Donald Trump? Là, par contre, la victoire de Donald Trump, ça sera une victoire pour Israël et Benjamin Netanyahou, clairement. C'est très dommage parce que j'ai un avis très négatif sur Benjamin Netanyahou. Donald Trump, il a quasiment toutes les chances, je suis quasiment persuadé qu'il va se mettre de côté de Benjamin Netanyahou, et ça peut stimuler la propagation de la extrême droite dans les élites israéliennes, ça peut déborder et enflammer toute la région. Donc pour moi, c'est vraiment pas non plus une bonne nouvelle vraiment pour Israël. C'est bon, c'est clairement une meilleure nouvelle que Kamala Harris, mais par contre pour du long terme, je pense que ça peut vraiment déstabiliser la situation. Kamala Harris, encore une fois, c'est la poursuite de la politique de Joe Biden. Il va dire qu'il faut cesser le feu, trouver une solution diplomatique, même si elle sait parfaitement qu'il n'existe pas. Bref, on va rester dans exactement le même narratif que aujourd'hui. Mais dans tous les cas, dans ce conflit, Israël sera très gagnant, largement gagnant, si Donald Trump remporte les élections. Non, le dernier chapitre que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le Trump Trade. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que ça, c'est un concept qu'on entendait souvent quand Trump était président. De quoi s'agit-il exactement? Donc le Trump Trade fait référence au mouvement du marché et au comportement des investisseurs qui émergent en réponse aux politiques économiques et aux actions politiques associées à la présidence de Donald Trump. Ce terme a pris l'importance notamment après son élection en novembre 2016, lorsque les marchés ont réagi à ses promesses de dérèglement, de baisse d'impôts et d'augmentation des dépenses d'infrastructure. C'est tout ce qu'il propose aujourd'hui, donc comme on a vu tout à l'heure sur le slide précédent. Donc le Trump Trade reflète principalement l'attente d'un environnement favorable aux entreprises et d'une relance significative de l'économie américaine par le biais de mesures de relance budgétaire. Donc en gros, on utilise le budget pour les relances économiques, on baisse les impôts, on baisse les taux, tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est le Trump Trade, et si Trump gagne les élections, on risque
à nouveau de rentrer dans ce concept qu'on a déjà presque oublié. Alors, comment les taux US ont réagi en 2016 à l'élection de Donald Trump? Le 10 ans américain, on est passé de 1,85% en novembre 2016, quand il était élu, à 3,25% en novembre 2018, en raison des attentes de croissance et d'une réserve fédérale hawkish. Hawkish, cela veut dire que c'est la réserve fédérale qui montait les taux directeurs. Et on se souvient que en 2018, c'était une année particulière quand Powell, pour la première fois, elle a tenté vraiment de remonter les taux et du coup, il a cassé toute l'économie. Il y avait quasiment toutes les classes d'actifs qui ont chuté. Vraiment, c'était une chute qui était purement et simplement initiée par la Réserve fédérale. Donc, cependant, à la fin de 2018, les rendements ont commencé à diminuer. Ça, c'est suite à la chute des marchés. Et ont commencé à diminuer à cause des craintes de la récession liées à des politiques monétaires strictes. Bah, justement, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que Powell elle a essayé, il n'a pas réussi, donc du coup il a dû, en espace de 2 semaines, faire une marche arrière sur tous ses projets de 2019 à l'époque. Donc en 2018, il avait promis encore des hausses des taux, et finalement il a fait des baisses des taux. Donc ça, c'est pour ceux qui pensent que Jerome Powell, c'est un bon banquier central. Ensuite, les taux des entreprises. Ça, c'est les corporate bonds. L'amélioration des perspectives économiques a renforcé le marché obligataire, en particulier les obligations junk. C'est quoi les obligations junk? C'est les obligations des entreprises fragiles qui proposent souvent les dividendes très élevés. Sous Trump, les écarts de crédit des junk bonds, donc ça, les obligations à haut rendement, parfois on les appelle, se sont resserrés au plus bas depuis 2007. Donc, parce que quand on analyse le marché obligataire, on suit justement le spread entre les obligations à risque par rapport aux obligations considérées sans risque. Donc soit des entreprises très solides, soit les obligations d'État. Et donc justement ce spread, il montre la confiance des marchés par rapport à la capacité des entreprises de rembourser leurs emprunts. Donc du coup, cette confiance, elle a été très élevée pendant la présidence de Donald Trump. Ensuite, le marché d'actions, c'est ça qui nous intéresse peut-être le plus. Les actions américaines, en particulier dans la technologie et l'énergie, ont gagné 62% depuis l'élection de Trump. Franchement, je suis allé voir sur TradingView, j'ai vu 50% de hausse sur S&P 500, peut-être qu'ils prennent en segment particulier, en grande partie grâce à la tax cuts des Job Act de 2017. Les performances des actions de soins de santé étaient variées, avec des gains pour la biotechnologie et des défis pour les assureurs, en raison des incertitudes liées aux réformes. C'est tout ce que je vous disais tout à l'heure, donc la politique par rapport à la sécurité sociale, elle est déterminante dans les valorisation des actions de pharma américains, bien évidemment. Parce qu'en Europe, on est beaucoup plus social, et donc normalement, on préserve la couverture sociale et le remboursement des médicaments. Donc, parce que si on propose de les réduire, aucune chance de se faire élire dans les pays européens, notamment en France. Maintenant, FX et commodities, donc en gros les autres assets. Le dollar s'est apprécié en raison des attentes de hausse de taux d'intérêt et d'une croissance économique accrue, donc ce qui ne risque pas de se passer à nouveau, honnêtement, parce que Donald Trump est plus pour les baisses des taux actuellement, donc je ne pense pas qu'avec son retour à la Maison Blanche, ce sera nécessairement le renforcement du dollar, donc je doute que cette histoire va se répéter. Les prix du cuivre ont bondi avec les prévisions d'investissement dans les infrastructures, tandis que ceux de pétrole ont résisté aux attentes de déréglementation. L'or, elle a initialement augmenté comme actif refuge, mais est devenu volatile avec les hausses de taux de la Fed. Donc l'or, encore une fois, il vit un peu sa vie, ce qui est d'ailleurs bien pour, si vous voulez, créer un portefeuille qui est moins sensible aux indices boursiers. Donc l'or, j'ai fait récemment une vidéo sur l'or, je suis pas de loin, pas un grand amateur d'or. Ce qui est incontestable, c'est que sa faible corrélation avec les autres classes d'actifs, elle est assez attractive pour justement baisser le risque global de votre portefeuille. Ça, je trouve que c'est pas trop mal. Conclusion. Voilà, pour Donald Trump, ça c'est déjà plus Pavel qui parle. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche représente un changement important dans la dynamique du marché. Donc ça c'est clairement évident, ce qui ne sera pas le cas pour Kamala Harris. Donc pour Kamala Harris, je pense que le marché va être pratiquement ignorant. Motivé par les attentes d'un environnement plus favorable aux entreprises, un stimulus fiscal conséquent et une déréglementation. Donc ici, je répète plus ou moins le constat de ce qui s'est passé lors de la première présidence
pense de Donald Trump. Je pense qu'il va poursuivre plus ou moins la même ligne, et donc nous pouvons attendre plus ou moins les mêmes effets. Je m'attends à une reprise des valeurs des énergies traditionnelles ainsi que des sociétés minières. Plus globalement, les métaux industriels, je pense qu'ils peuvent bénéficier de la réélection de Donald Trump. Aujourd'hui, nous savons que certains métaux sont au plus bas, les minières sont au plus bas, parce que nous sommes dans un cycle pré-récession. Donc c'est classique que ce type de valeur baisse dans un cycle de pré-récession, et je pense que ces valeurs peuvent retrouver les uptrends si Donald Trump revient dans la Maison-Blanche. Les métaux industriels pourraient également susciter l'intérêt. En revanche, le secteur de la santé et de la défense risque de demeurer volatile. Pourquoi la santé? Je pense que c'est assez évident parce qu'il n'y a pas de programme clair par rapport au remboursement des soins médicaux. Par contre, la défense, ça peut être assez surprenant pour certains parce que, comme je vous ai dit, il va essayer de régler le conflit. Il a promis de régler le conflit en Ukraine en 24 heures. Je pense que il faut pas prendre lui de manière littérale. Je pense qu'il veut tout simplement vite arrêter ce conflit, et il y a de fortes chances qu'il va réussir de le faire. Mais si il va réussir de le faire, dans ce cas-là, évidemment, les soutiens de l'Ukraine vont s'arrêter, donc forcément, le secteur de la défense va subir un coup. Je ne vais pas vendre mes positions dans le secteur de la défense, qui affiche actuellement des très très gros plus-values. Dans le portefeuille Minder Cash Patrimoine, pour ceux qui sont abonnés à mon club. Pourquoi? Parce que je pense que ça sera tout simplement de courte moyenne durée. Donc à long terme, de toute manière, nous avons des tensions géopolitiques qui sont là, et les États-Unis vont devoir y intervenir. Donc forcément, le secteur de la défense aujourd'hui doit être dans le portefeuille. Mais en tout cas, à court terme, s'il est élu, elles peuvent monter, les actions de la défense, parce que on va dire, les idées reçues que médias nous transmettent, c'est que Donald Trump va appliquer une politique stricte et agressive dans le monde entier. Donc je ne serais pas étonné si les valeurs de défense montent si Donald Trump gagne. Par contre, à plus long terme, ça sera plutôt une mauvaise nouvelle. Maintenant, Kamala Harris. Avec Harris, il est difficile de faire des prévisions, si ce n'est que la continuité de la politique de Joe Biden. Donc la gestion sera assurée par le Parti démocrate et les décisions seront prises au cas par cas en fonction des circonstances. Je m'attends à une augmentation du risque géopolitique car Iran et Vladimir Poutine vont probablement profiter de manque de fermeté et d'une expérience internationale de Kamala Harris. Je voudrais un petit peu préciser ce que je veux dire, c'est que effectivement, Kamala Harris, c'est quasiment certain, comme Biden, elle encore moins, elle ne sera pas capable d'aller à fond pour soit défendre l'Ukraine, pour soit se mettre soit anti-Israël, soit pro-Israël. De toute manière, elle va essayer de jongler entre les deux. Et cette position sans fermeté, pour les dictateurs, c'est toujours une opportunité. Pourquoi Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine quand Biden était président et pas Donald Trump? Parce que Biden, justement, il n'a pas ce côté ferme, sachant que quand il a essayé de faire quelque chose pareil en Syrie et Donald Trump était président, Donald Trump, il a envoyé des missiles sur sa tête. Pas sur la tête de Poutine, mais sur la tête des positions de l'armée russe en Syrie. Donc Donald Trump, si jamais sa démarche ne lui plaît pas, il est capable de prendre les décisions sur un coup de tête. Ça peut être mauvais, très souvent mauvais, mais ça peut aussi parfois arranger certains conflits, mais ça peut surtout refroidir les dictateurs de commettre les actes les plus violents. Parce qu'ils savent que en face, ils ont un mec qui a un petit peu la mentalité un voyou comme eux ils sont. Donc vous voyez, c'est quand même un petit peu un effet pervers que genre quand on a un politicien raisonnable, modéré, qui cherche la solution, ça peut jouer en faveur de dictateurs. Et c'est un phénomène qui, selon moi, qu'on voit ce qui se produit actuellement quand les démocrates sont au pouvoir, et pour cette raison que la plupart des guerres ont été déclenchées quand les démocrates étaient au pouvoir. Pourtant, dans les médias, ils sont vus comme quelqu'un qui est très pour la paix, pour l'égalité, pour tout ce qui... Voilà. Donc c'est plutôt l'image guerrier est attribuée aux républicains, sachant que l'histoire nous dit l'inverse. L'histoire nous dit que c'est les démocrates qui, dans la plupart des cas, qui démarraient les grands conflits, et c'est surtout les républicains qui les arrêtaient. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo n'a pas été très longue. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos prévisions par rapport aux élections américaines. Donc pas nécessairement les prévisions dans le sens qui va gagner et qui ne va pas gagner, parce que personne ne le sait. Vraiment, les sondages sont tellement proches
Le modèle électoral aux États-Unis, il est très particulier avec des grands électeurs, donc du coup tous ces sondages ne vont absolument rien dire. Les swing states sont toujours toujours presque un petit peu en faveur de Donald Trump, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, d'être prêt dans les deux scénarios. Donc comprendre quelles sont les visions économiques de chacun des candidats pour agir rapidement, ajuster notre stratégie si ça sera nécessaire, en fonction de celui qui va prendre le relais de Joe Biden dans la Maison Blanche. Mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. N'oubliez pas de mettre un like. C'est très important pour soutenir la chaîne Minder Cash. Partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et la finance, et du coup la politique un petit peu aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt, et toute la semaine sur Telegram. Bye bye. Bon dimanche et Minder Cash.